Bonjour, aujourd'hui on plonge dans une histoire vraiment dense, fascinante, les relations Maroc-Mauritanie, ou plutôt Maroc et Bilad Chinchit, comme on disait. Des liens très anciens bien sûr, mais qui deviennent particulièrement complexes après l'indépendance marocaine. En effet, et notre discussion va justement se focaliser sur cette période clé, juste après l'indépendance du Maroc. On va examiner les décisions, les moments importants sous le sultan Mohamed V, et puis sous le roi Hassan II. On va suivre le fil d'un récit historique spécifique qui détaille ces événements, notamment la reconnaissance tardive de la Mauritanie par le Maroc, et on évoquera aussi bien sûr le contexte algérien et l'influence française tels qu'ils sont décrits dans ce compte-rendu. D'accord. Donc la mission, si on peut dire, c'est de décortiquer cette lecture de l'histoire, essayer de comprendre la signification de cette visite de Mohamed V à Mahamid al-Ghizlan, les raisons avancées par ce récit pour l'indépendance de la Mauritanie, et puis les circonstances qui auraient poussé Hassan II à la reconnaître. Alors, allons-y. Commençons juste après l'indépendance. D'accord. Alors on est en 1958, le Maroc est indépendant depuis 2 ans et le sultan Mohamed V fait une visite très symbolique dans le sud à Mahamid el-Ghizlan, un lieu qui est décrit comme la porte du Sahara. Oui, et ce n'est pas juste une visite de routine, j'imagine. Le récit qu'on étudie affirme que pour Mohamed V, le Sahara dit oriental, qui est aujourd'hui en Algérie, c'était territoire marocain. On parle même d'une proposition française à ce sujet. C'est ça. Selon cette analyse historique, la France aurait, en quelque sorte, proposé de restituer cette zone au Maroc, mais Mohamed V aurait dit non, considérant que c'était une affaire à régler directement entre le Maroc et l'Algérie, une fois l'Algérie indépendante. Ce qui nous amène logiquement au contexte algérien tel qu'il est présenté dans notre documentation. C'est un point qui semble assez compliqué dans le récit. Il est question des relations entre Ben Bella et Boumedienne et d'un accord qui aurait existé avec la résistance algérienne pour rendre le Sahara oriental au Maroc après l'indépendance. Un accord qui, toujours selon cette source, n'aurait pas été respecté. Tout à fait. Et l'analyse qu'on explore va même plus loin. Elle cite des propos qui seraient de Ben Bella lui-même concernant une grosse controverse au sein du nouveau pouvoir algérien, l'intégration d'officiers algériens ayant servi dans l'armée française. C'est présenté comme une source de conflit majeur avec Boumedienne et comme un facteur qui aurait influencé l'évolution politique algérienne. Et potentiellement les relations avec le Maroc. Il faut vraiment souligner qu'on rapporte ici les affirmations et l'interprétation de cette source précise. D'accord, c'est noté. Revenons à Mamid El Ghizlan en 1958. Le discours de Mohamed V. C'est un moment clé apparemment. On y trouve cette citation. Nous continuerons à œuvrer de toutes nos forces pour récupérer notre Sahara et tout ce qui est établi pour notre royaume en vertu de l'histoire et de la volonté des habitants. Quelle signification on lui donne à ces mots? Une signification symbolique très très forte. Dans ce discours, Chinchit est présenté comme une amana, vous savez, un dépôt sacré, un héritage historique qui remonterait même à l'époque almoravide. L'accent est vraiment mis sur la profondeur des liens et la volonté supposée des populations de l'époque. Et il y avait du monde, ces jours-là, d'après ce compte-rendu. Des délégations des tribus du Sahara oriental, occidental et de Chinchit qui seraient venues renouveler leur allégeance, la baya. Oui, c'est ce que le récit avance. Il présente ça comme une preuve, une démonstration de l'unité perçue à l'époque entre le Maroc et toutes ces régions sahariennes, Chinchit comprises. Et un autre élément mis en avant pour appuyer cette idée d'unité, c'est l'intégration de personnalités de Chinchit au plus haut niveau de l'État marocain juste après l'indépendance. Ah oui, des noms sont cités. Mohamed Ould Ba, qui aurait été nommé directeur de la radio marocaine en 1960. Quand même un poste important pour l'époque. Absolument. Et il y a aussi Adé Ould Sidi Baba. Son parcours, tel qu'il est décrit, est assez impressionnant. Président de la Chambre des représentants, conseiller aux affaires étrangères, ambassadeur en Guinée sous Hassan II, puis ministre des Abous, des postes de premier plan. Donc si je comprends bien la logique de cette source, ces nominations, ce n'est pas juste de l'intégration, c'est présenté comme une preuve que Chinchit était vue comme marocaine et ses habitants comme des sujets du royaume, capables d'occuper les plus hautes fonctions. C'est exactement ça, c'est l'argument qui est développé. C'est interprété comme un signe que, du point de vue marocain de l'époque, tel que décrit ici, il n'y avait pas de différence fondamentale. Mais bon, le contexte international, lui, était en pleine évolution. La France, même si elle avait accordé l'indépendance, restait un acteur majeur avec ses propres intérêts. Le récit mentionne le fer lors de Chinchit. Le document insiste aussi sur un point de friction,
les cartes, celles des manuels scolaires marocains et puis celles du parti de l'Istiklal, qui était très puissant. Des cartes qui montraient le Maroc jusqu'au fleuve Sénégal. Ça, d'après le récit, ça plaisait pas du tout à Paris. Bah non. Et face à cette volonté française de pousser pour une indépendance séparée de la Mauritanie, Mohamed V aurait lancé une grande offensive diplomatique. L'analyse qu'on suit décrit une tournée dans les pays arabes pour chercher leur soutien contre ce projet français. Il aurait même obtenu 20 voix au départ. C'est là que le récit devient assez critique envers les États arabes modernes, ceux créés après 1912, qualifiés de création européenne. L'idée avancée, c'est que leur existence aurait marginalisé des entités plus anciennes, comme le Maroc, et que leur politique était encore sous influence. Oui, et il faut bien préciser que c'est l'analyse spécifique de cette source. Parce que, selon ce compte-rendu, au moment du vote décisif à l'ONU en 1960, malgré les promesses faites à Mohamed V, la plupart des pays arabes auraient voté contre la position marocaine. Résultat, la Mauritanie est déclarée république indépendante. Et la source donne une explication à ce revirement supposé. Oui, le récit parle d'une sorte de jalousie, de ressentiment de ces États plus récents envers l'histoire, le prestige du Maroc. C'est une interprétation, disons, assez psychologisante des motivations politiques, très propre à cette analyse. Mais bon, malgré ce vote à l'ONU et l'indépendance proclamée, le Maroc, lui, ne reconnaît pas tout de suite la Mauritanie. Il va falloir attendre presque 10 ans et un événement dramatique. On arrive en 1969. L'incendie criminel de la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem. Un choc énorme dans le monde musulman. Et c'est le roi Hassan II qui prend l'initiative de convoquer un sommet islamique d'urgence à Rabat. Un sommet qui va être fondateur pour l'OCI, l'Organisation de la coopération islamique. Il y a vraiment du poids. Il fallait absolument que tous les États musulmans soient là, y compris la Mauritanie, donc nouvellement indépendante. Or, le Maroc ne la reconnaissait toujours pas officiellement. Alors, comment ce dilemme est-il résolu d'après ce récit? Eh bien, il attribue la décision directement à Hassan II. Pour assurer le succès du sommet, surtout pour donner la priorité absolue à la cause de Jérusalem, à Al-Aqsa, il aurait décidé de reconnaître la République islamique de Mauritanie. Cette reconnaissance permettait au président mauritanien d'être présent et donc de renforcer l'unité et la portée du sommet. C'est présenté comme un tournant. D'ailleurs, c'est pendant ce sommet de Rabat qu'est créé le comité Al-Quds, le comité pour Jérusalem, dont la présidence est confiée à Hassan II. Une présidence qui est aujourd'hui assurée par le roi Mohamed VI. Donc l'argument principal qui ressort de cette partie du récit, c'est celui d'un sacrifice. Le Maroc aurait volontairement mis de côté ses revendications historiques, le texte utilise des mots forts comme « renoncer à la moitié de l'Empire », pour mieux défendre la cause palestinienne. C'est une affirmation très très forte sur les priorités marocaines à ce moment-là. Tout à fait. Et pour appuyer cette idée d'un engagement marocain particulier pour la Palestine, l'analyse que nous avons consultée fait une comparaison directe avec l'Algérie. Elle souligne que le Maroc a une ambassade en Palestine, à Ramallah, et que, selon elle, ce n'est pas le cas de l'Algérie. C'est avancé comme une preuve, disons, tangible d'une reconnaissance plus forte de la Palestine par le Maroc. Encore une fois, nous rapportons cette comparaison telle qu'elle est présentée. L'histoire ne s'arrête pas là, bien sûr. Quelques années plus tard, 1975, c'est la Marche verte, menée par Hassan II. Elle mène au départ de l'Espagne et à la prise de contrôle par le Maroc du Sahara occidental. Mentionne une conférence, sans doute Madrid, où le Sahara occidental est divisé, le nord pour le Maroc et le sud, la région de Tiris al-Garbia, ou Oued Dahab, pour la Mauritanie. Mais cette administration mauritanienne du Sud, elle ne va pas durer longtemps. Face au conflit avec le Front Polisario, la Mauritanie finit par se retirer de cette zone. C'est ça, et c'est alors le Maroc qui va prendre le contrôle de cette partie sud, l'actuelle région de Oued Dahab. Ce qui mène à la situation qu'on connaît aujourd'hui, avec le Maroc administrant l'ensemble du Sahara occidental, même si ce statut reste contesté internationalement. Bon, après tout ce parcours historique, quelles sont les conclusions des auteurs de ce récit ? Elles ont l'air assez directes. Oui, très directes. Premièrement, l'idée que la séparation de la Mauritanie et du Maroc s'est faite rasban anha, c'est-à-dire sous la contrainte, contre la volonté profonde des populations, à cause des pressions extérieures et des jeux politiques. D'accord. Deuxièmement, Deuxièmement,
Cette perspective suggère que la Mauritanie souffrirait encore aujourd'hui de cette séparation. Elle mettrait en avant une sorte d'incapacité structurelle à bien sécuriser son immense territoire, en donnant l'exemple des difficultés qu'elle a eues pendant sa courte administration de l'Oued El Dahab. Et troisièmement, la conclusion, c'est presque un appel, non? Oui, tout à fait. Le récit se termine par une suggestion très claire que la Mauritanie devrait revenir à son origine, c'est-à-dire au Maroc. L'idée d'une autonomie est même avancée, en faisant un parallèle avec le Royaume-Uni, vous savez, l'Écosse, le Pays de Galles. C'est une vision très nette de l'avenir souhaité, tel qu'exprimé dans cette analyse. Il est donc très important de comprendre que c'est la position finale défendue dans ce document précis qu'on a analysé. Une position qui repose sur l'histoire commune, la fraternité et l'allégeance que les ancêtres mauritaniens auraient historiquement donnée au trône marocain. Exactement. C'est sur la base de ces arguments historiques, culturels, que cet appel au retour est formulé. Et résumons un peu les points clés de cette perspective historique particulière qu'on a parcourue. On a commencé avec les actions de Mohamed V, après l'indépendance, son discours très symbolique à Mohamed, l'intégration de personnalités tchinkites, puis les raisons avancées pour l'indépendance mauritanienne, les intérêts français, ce vote à l'ONU décrit comme controversé, et la supposée défection arabe. Ensuite, on a vu comment la reconnaissance par Hassan II est présentée. Un acte pour défendre la cause palestinienne après l'incendie d'Al-Aqsa, vu comme un sacrifice des revendications marocaines. Et enfin, les événements liés au Sahara occidental et cette conclusion très orientée du récit qui appelle à une sorte de réunification sous l'égide marocaine. Ce parcours à travers ce récit met vraiment en lumière la complexité incroyable du découpage des frontières post-coloniales. On voit le poids énorme des revendications historiques, qu'elles soient partagées ou contestées. Et puis, cet entrelacement permanent entre la construction des identités nationales, les jeux diplomatiques et les calculs géopolitiques. Oui, et ça montre parfaitement à quel point les récits du passé, les différentes manières de raconter l'histoire sont absolument fondamentaux pour comprendre le présent. Chaque pays, chaque acteur a sa propre lecture des événements, ses propres dates importantes, ses héros, ses traumatismes. Tout à fait. Et pour notre réflexion finale, peut-être, en écho à cette conclusion de la source sur l'origine de la Mauritanie, on pourrait se poser une question plus large. Comment est-ce que ces différentes mémoires historiques, parfois concurrentes, parfois mêlées, influencent aujourd'hui les relations au Maghreb? Est-ce qu'elles freinent ou est-ce qu'elles pourraient, au contraire, aider à une meilleure intégration, voire à une réconciliation? C'est une excellente question et elle est cruciale. La façon dont on interprète le passé, dont on le mobilise, parfois dont on l'instrumentalise, ça continue d'avoir un impact énorme sur les politiques d'aujourd'hui, sur la définition même des identités nationales et sur notre capacité à imaginer un avenir commun dans cette région si riche en histoire, mais aussi malheureusement en ligne de fracture. Ça donne beaucoup à réfléchir, bien au-delà de notre discussion.